Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1. Question 1. J'aimerais adopter un animal de compagnie. Un compagnon affectueux mais pas trop difficile à entretenir. Tu aurais une recommandation à me faire ? Un chat pourrait être une bonne option. Ils sont câlins, mais aussi assez autonomes. Et puis, ils ne demandent pas trop de sorties. Conversation 2. Question 2. Hey, ça te dit d'aller déguster des spécialités locales ce soir? J'ai entendu parler d'un établissement qui fait des plats typiques de la région. Oh oui, super, j'adore découvrir de nouvelles saveurs. On y va à quelle heure ? Conversation 3. Question 3. Demain matin, il y a une course à pied organisée au parc. Le parcours a l'air vraiment sympa. Oui, j'ai vu ça. Ce serait une bonne occasion de se défier un peu et de s'entraîner ensemble. Conversation 4. Question 4. Le médecin m'a prescrit des comprimés pour mon mal gastrique. Il m'a dit que je devais les prendre pendant une semaine. Il a fallu du temps. J'espère que ça va vite faire effet. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces publiques. Écoutez chacune des annonces et répondez à la question. Annonce 1. Question 5. Mesdames et messieurs, votre vol 328 à destination de Paris connaîtra un léger retard en raison d'un contrôle technique de sécurité supplémentaire. Nous vous remercions de votre patience et vous tiendrons informés dès que possible. Annonce 2. Question 6. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans toutes les zones de consultation. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Annonce 3. Question 7. Mesdames et messieurs, une opération de maintenance du réseau électrique est prévue ce soir à 22 h. Des interruptions temporaires de service pourraient survenir. Merci de votre compréhension. Annonce 4. Question 8. Un incendie dangereux est en cours. Évacuez immédiatement la zone par les sorties de secours. Ne tentez pas de récupérer vos effets personnels. La priorité, c'est votre sécurité. Suivez les consignes des secours. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez chaque message et répondez à la question. Message 1. Question 9. Bonjour Monsieur Dupuis, ici Claire Martin de la société Solucom. Je vous appelle suite au devis que je vous ai envoyé le 2 mai concernant la solution de gestion commerciale que nous avons évoquée lors de notre appel. Je voulais m'assurer que vous l'avez bien reçu. N'hésitez pas à me rappeler au 06 12 34 56 78. Très bonne journée à vous et à bientôt. Message 2. Question 10. Salut mon frère. Ça fait un bail. Je voulais juste t'encourager à bouger un peu plus, ça fait un bien fou au corps et à l'esprit. Tu verras, même quelques minutes par jour, ça change tout. Allez, je compte sur toi, appelle-moi. Message 3. Question 11. Salut, c'est Pierre. Tu vas bien? Dis, je pars en urgence ce week-end et j'aurai besoin que tu gardes mon animal. Ce serait génial si tu pouvais m'aider. Je te rappelle vite pour les détails. Merci d'avance. Message 4. Question 12.
Bonjour, ici le cabinet du docteur Martin, cardiologue. Nous vous informons qu'en raison d'un imprévu, votre rendez-vous initial doit être reporté. Nous vous proposons un nouveau créneau le 12 avril à 13 h. Merci de nous contacter pour confirmer ou, si besoin, convenir d'un autre horaire. À bientôt! Message 5. Question 13. Bonjour, c'est Armand. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai décroché un nouveau poste. Je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure professionnelle. N'hésite pas à me laisser un message, je te rappellerai dès que possible. Message 6. Question 14. Bonjour, ici Janine de la société Technova Solutions. Nous vous informons que nos bureaux ont été déplacés au 12 rue des Entrepreneurs, 75 015 Brest. Pour toute question, n'hésitez pas à nous joindre au 09 67 45 34. À très bientôt. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la télévision aux enfants? Indiquez si la personne interrogée A. Est pour à 100%. B. Est moyennement pour. C. Est totalement contre. D. Ne se prononce pas. Personne 1. Question 15. Je pense que la télévision devrait être encadrée pour les enfants. Ce n'est pas forcément nuisible si c'est modéré et bien choisi, mais trop d'écran peut freiner leur éveil et leur curiosité naturelle. En fait, un bon équilibre reste essentiel. Personne 2. Question 16. Bon, la télé pour les enfants, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que parfois, ça dépend et puis tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est à voir selon les cas. Personne 3. Question 17. Je pense qu'interdire la télévision aux enfants n'est pas une décision judicieuse. Imaginez comment elle peut éveiller leur curiosité, enrichir leur vocabulaire et les ouvrir au monde. Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Croyez-vous qu'il soit plus difficile de vivre en ville qu'à la campagne? Indiquez si la personne interrogée A. Croit qu'il est plus difficile. B. Croit qu'il est plus facile. C. Croit qu'il n'y a aucune différence. D. N'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Question 18. Honnêtement, je ne perçois guère de disparité substantielle entre la vie urbaine et rurale, parce qu'en fait, chaque environnement impose ses propres exigences et confère des avantages spécifiques. Pour moi, il s'agit davantage d'une question d'adaptation individuelle que de réelles difficultés intrinsèques. Personne 2. Question 19. À mon avis, la vie urbaine présente une complexité accrue en raison du tumulte incessant, du rythme effréné et de l'omniprésence du stress social et professionnel, rendant l'existence plus contraignante qu'à la campagne, où la quiétude, l'espace et le lien à la nature favorisent un équilibre plus serein. Personne 3. Question 20. Moi, j'ai toujours pensé que résider en milieu urbain est nettement plus aisé grâce à l'accessibilité immédiate aux commodités, aux infrastructures modernes et à une offre diversifiée de services qui simplifie considérablement le quotidien. Questions 21 et 22. Chronique radio.
Vous allez entendre 2 chroniques diffusées à la radio. Écoutez chaque chronique et répondez à la question. Question 21. Chronique 1. On le sait, bouger, c'est bon pour la santé. Le sport réduit le stress, améliore le sommeil, prévient les maladies cardiovasculaires. Mais à haute dose, il peut devenir un véritable poison. Et oui, trop d'exercice peut provoquer des blessures chroniques, des troubles hormonaux et même affaiblir le système immunitaire. Certains sportifs développent une dépendance à l'effort au point de sacrifier leur vie sociale, leur santé mentale et leur corps. Le surentraînement, c'est aussi l'épuisement physique, la baisse de performance et parfois des dommages irréversibles. Comme toute bonne chose, le sport demande de la mesure. Alors oui au mouvement, mais non à l'excès. L'équilibre, c'est ça, le vrai défi, c'était votre minute santé. Prenez soin de vous sans vous user. Question 22. Chronique 2. L'ENALI, nom de ce projet sur lequel travaille depuis 3 ans Mamadou Kouro Sidibé, va, je n'en doute pas, révolutionner la vie de nombreux Africains qui ne savent ni lire ni écrire le français et sont de facto exclus de la sphère numérique qui aujourd'hui s'étend à tous les domaines. Partant du constat que les outils existants de messagerie n'étaient pas adaptés aux réalités nationales et sous-régionales en raison de la qualité des infrastructures et du coût de l'accès à l'Internet mobile, Mamadou Kouro Sidibé a pour commencer conçu une messagerie simple d'utilisation, mais surtout qui consommait moins de data. Premier souci de notre informaticien, ne pas laisser à la traîne les 60% de Maliens non alphabétisés et les 70% non connectés. Le serveur vocal propose pour l'heure les principales langues maliennes, le bambara, le sinenké, le songhai et 2 langues sous-régionales, le wolof et le moré. Se faire expliquer la posologie d'un médicament, une recette de cuisine accompagnée de photos, publier une annonce pour proposer ses services, recevoir des cours d'alphabétisation, plus rien n'arrête les utilisateurs de l'ENALI. Après avoir choisi sa langue, l'utilisateur peut également envoyer des photos sonores. L'ENALI permet surtout de comprendre les outils et les contenus numériques et d'en tirer profit au même titre que ceux qui maîtrisent la langue française. Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions, ensuite, écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Interview 1. Questions 23 et 24. Vous allez nous expliquer pourquoi, même quand on est atteint d'une maladie chronique, il ne faut surtout pas arrêter de pratiquer une activité physique. Et oui, il ne faut pas arrêter parce que effectivement, lorsque l'activité physique fait partie de notre équilibre, finalement, le fait de l'arrêter, ça va favoriser ce déséquilibre. Et puis finalement, ça va favoriser l'accélération, pourquoi pas, de la pathologie. On sait que le fait de pratiquer une activité physique régulière, c'est intéressant parce que ça améliore la condition physique. Et ça, d'une manière générale, c'est toujours mieux quand on a une bonne condition physique pour pouvoir lutter contre une pathologie. C'est bon pour le moral, ça lutte contre l'anxiété et la dépression. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir lutter contre les pathologies. Mais même plus spécifiquement, sur certaines pathologies, on sait que ça joue pour éviter la récidive de cancer, par exemple, pour lutter contre le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme. Eh bien, on sait que tout cela, l'activité physique régulière sera bénéfique. Ça veut dire qu'il faut en discuter avec son médecin pour trouver en fait le bon exercice, la discipline qui est le mieux adapté à notre état de santé. C'est ça. La caractéristique, c'est l'adaptation. Il faut absolument que cette activité physique soit adaptée à la condition physique de la personne et puis tenir compte des spécificités justement de la pathologie ou éventuellement d'une surveillance particulière du fait de la pathologie. Par exemple, si la personne est diabétique, on va surveiller de manière un peu plus spécifique, bien sûr, sa glycémie pour être sûr que l'activité physique ne pose pas de problème.
Interview 2. Questions 25 et 26. On est le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et pour l'occasion, on reçoit Isabelle Hudon. Elle est présidente et chef de la direction de la BDC. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Isabelle Hudon, vous êtes une femme dans le personnage un personnage dans la culture québécoise depuis fort longtemps. Vous avez un parcours professionnel fort intéressant. Vous avez été ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et vous avez toujours fait de l'ambition féminine une de vos priorités. Alors, on est content de vous avoir. Bonjour. Merci de l'invitation. J'ai envie de vous lancer sur, d'abord, parce que je voyais que vous avez une initiative, c'est le 10e anniversaire d'ailleurs de cette initiative qui s'appelle l'Effet A. Le but, c'est encourager l'ambition féminine. Parlez-nous davantage de pourquoi d'abord vous avez souhaité à l'époque lancer cette initiative et pourquoi c'est important qu'elle perdure aujourd'hui. J'ai décidé il y a une dizaine d'années de poser des gestes concrets en faveur de l'ambition féminine, non pas parce que je crois que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais parce que nous, les femmes, on a un peu plus de difficultés, une plus grande timidité face à nos ambitions. Et je regardais autour de moi, particulièrement dans le milieu des affaires, et je me disais qu'il y avait beaucoup trop de femmes qui s'auto-censuraient ou qui se donnaient elles-mêmes ou qui se faisaient imposer par la société des raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas accéder à des postes de leadership ou des postes décisionnels. Alors, je dois vous avouer que quand on a cofondé les FEA il y a 10 ans, j'avais pas idée de la force du mouvement qu'on lançait. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est une entité bien autonome qui roule sa bosse avec 25 000 diplômés, un peu plus de 25 000 diplômés à travers le monde. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les femmes ont cette timidité devant l'ambition, sont plus gênées de dire qu'elles sont ambitieuses, sont plus gênées de dire non, ça m'appartient, puis ne pas avoir ce sentiment de l'imposteur qui habite beaucoup les femmes? Oui, le syndrome de l'imposteur, il nous a été donné comme un bien mauvais cadeau, particulièrement aux femmes. Je vous dirais que le facteur déterminant, c'est le degré de confiance qu'on a en nous. Et lorsqu'on arrive à gagner et nourrir sa propre confiance, il est beaucoup plus facile de déployer ses ambitions. Interview 3. Questions 27 et 28. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Donc, une fiducie d'utilité sociale. Expliquez-nous concrètement ce que c'est et qu'est-ce que ça va changer pour Communauto. Une fiducie d'utilité sociale, c'est un véhicule juridique qu'on affecte à une vocation. Et ça appartient pas à une personne en particulier, en fait, ça appartient aux bénéficiaires. Donc, ce que ça va permettre de faire, dans le fond, c'est que c'est pas tant Communauto qui va changer Communauto va demeurer une société par action. Ce qu'on veut, c'est de créer un actionnaire sous la forme d'une fiducie qui va être appelé un jour à prendre le contrôle de la compagnie. Et pourquoi on fait ça, M. Robert? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi les avantages de passer par tout ce processus-là? Ce qui arrive, c'est que Communauto, c'est une entreprise à vocation sociale, urbanistique, environnementale. Ça fait 30 ans que je le dis, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. On n'est pas là pour faire des profits d'abord. C'est ça. Dans le fond, on doit faire des profits, mais l'idée, c'est pas de maximiser les profits, mais plutôt de maximiser les externalités positives qui peuvent découler de la présence d'un service autopartage dans une ville. Souvent, quand on recherche des actionnaires pour une compagnie traditionnelle, donc on regarde des actionnaires traditionnels, on vient tout juste de se rencontrer, puis on parle déjà de la stratégie de sortie.
Chez Communauto, on a toujours recherché des actionnaires à long terme. Pourquoi? Parce que notre but, c'est justement d'être là, mais dans la durée. Et on l'a vécu dans les dernières années, c'est que quand on a au capital d'une société par action des actionnaires qui, un jour, nous annoncent qu'ils veulent quitter l'actionnariat de la compagnie, parce que les investisseurs ont toujours une stratégie de sortie, donc veulent pouvoir éventuellement investir ailleurs et récupérer la plus-value qui s'est créée. Ben, ça nous oblige soit à trouver un investisseur pour les remplacer, soit de les racheter en nous endettant. Et ça pose un risque pour la compagnie, parce que si on n'est pas en mesure de trouver un actionnaire intéressé, on peut être forcé à vendre la compagnie dans son entièreté. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un reportage radio. Écoutez-le et répondez aux deux questions. Sylvain Grenier dirige une station de ski de fond non loin de la ville de Québec, dont les pistes sont fermées actuellement, faute de neige. La glace est à vif là, en dessous de la neige neuve. Là. Donc nous, on ne peut pas travailler les pistes du tout. C'est que nous, la machinerie ne peut pas avancer, puis c'est très dangereux. Même avec des crampons, ça glisse. Oui, il neige quasiment autant qu'avant, là, sauf que la neige à fond durant l'hiver, ce qui n'arrivait pas avant. Là. Comme là, il annonce un 15 cm, il va peut-être avoir un 0 degré 4 jours après. Dès que le soleil va sortir, ça va faire une croûte de glace. Nous, il faut défaire cette croûte de glace-là. Donc, c'est de la machinerie de plus, c'est du temps de plus, c'est de l'énergie de plus. Vu que la neige est comme un petit peu glacée, ça fait que les pistes sont très, très, très rapides. Donc, il a tout fallu revoir les configurations de nos pistes et enfermer parce que ça a rendu trop dangereux. C'est trop rapide. C'est excitant, le dôme est debout. Marie-Ève Jacob, la directrice du Carnaval de Québec, contemple le chantier du Palais de glace, l'emblème de cet événement mondialement connu. Un chantier qui s'adapte au temps doux. Pour cette année, on a décalé le début de la construction du palais là, une semaine plus tard, pour que la glace soit préservée le plus longtemps possible. On travaille aussi au niveau des formes, puis au niveau des hauteurs. Donc, on va regarder l'orientation du soleil, entre autres, puis on va s'assurer que les formes, une tour peut protéger une autre. On va aussi considérer les vents, donc pour s'assurer d'une plus grande longévité. On a des sculptures en neige et en glace. On sait que la neige, pour nous, est plus durable que la glace. Donc, on va peut-être produire plus de sculptures de neige sans complètement éliminer la glace parce que c'est différent. Les gens veulent voir ça. Puis la glace et la neige, ça fait vraiment partie de qui on est. Donc, on joue avec l'hiver. Puis je pense qu'on va jouer encore avec la glace et la neige pendant longtemps. Mais il faut trouver des nouvelles façons. Pendant que 80% des stations de ski du Québec utilisent des canons à neige, les villes, elles, investissent dans des patinoires extérieures réfrigérées. Au grand bonheur de cet amateur de hockey, confronté aux variations de température sur les patinoires traditionnelles. Ça permet justement d'avoir des journées comme aujourd'hui où c'est un peu plus doux, d'avoir une qualité de glace assez supérieure. Dans une infrastructure comme ça, réfrigérée, on est capable de jouer convenablement. La glace est belle malgré tout, donc c'est vraiment génial. Franchement, j'adore. 100% pour l'idée. D'autres constructions de ce type vont se multiplier pour préserver un loisir rassembleur et emblématique de ce pays du Nord. Pascal Guérigola, Québec, RFI. Questions 31 à 40. Documents audio divers. Vous allez entendre divers documents audio. Écoutez chaque message et répondez à la question. Question 31.
Ça fait longtemps qu'on s'intéressait au monde de l'influence. La question, c'était par quel angle prendre et surtout comment mettre un pied dedans. L'idée nous est venue de créer justement une influenceuse de toute pièce pour justement pouvoir comprendre un peu mieux et rentrer dans ce monde-là. Et avec Emmalicieuse, effectivement c'est un jeu de mots pour un clin d'œil, mais en fait ça a très bien marché, mieux que ce qu'on espérait. Et grâce à Emmalicieuse, on a pu comprendre le fonctionnement en Suisse romande de ce monde de l'influence, et c'était un peu notre cheval de Troie. Question 32. À première vue, c'est une usine comme une autre. On y produit du charbon. La poussière noire qui se dépose un peu partout en atteste d'ailleurs. Seulement, quoi qu'en dise sa couleur, ce charbon n'est pas noir, mais vert. Un charbon écologique, entièrement issu de déchets biodégradables. Les matières premières, des parches de café, des palmiers, des balles ou des sonderies transformées en tiges, prêtes à être brûlées une fois séchées. À l'origine de ce processus, un jeune entrepreneur et son rêve de trouver un substitut au charbon de bois pour stopper la déforestation et recycler les déchets agricoles. Question 33. C'est relativement simple. L'or, c'est un actif qui va conserver sa valeur, voire même qui va en prendre avec des périodes de crise, que ce soit des crises économiques, géopolitiques, monétaires, financières, etc. Donc c'est vraiment ça qui fait office de valeur refuge. C'est principalement sa résilience face à l'ensemble de ces crises. Question 34. Cette enquête exceptionnelle à présent, ces dernières années, la Turquie est devenue la nouvelle référence en matière de tourisme médical. Des cliniques spécialisées dans les greffes de cheveux et les soins dentaires, mais aussi dans une chirurgie esthétique tout à fait particulière. Des patients du monde entier viennent sur place pour grandir de plusieurs centimètres. Une opération pourtant loin d'être anodine, comme nous le montrent Ignacio Bornassin et Pauline Normand. Question 35. Autrefois considérés comme un véritable foyer de biodiversité, les mangroves de la Guinée subissent aujourd'hui une pression sans précédent. Les espèces emblématiques comme l'Abyssinia et le Rhizophora sont en voie de disparition, victimes des activités humaines croissantes. Pourtant, ces forêts tropicales jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, figurant parmi les écosystèmes les plus riches en carbone de la planète. En moyenne, les mangroves stockent 1000 tonnes de carbone par hectare dans leur biomasse et les sols qui les soutiennent. Question 36. Alors, ce film, c'est d'abord une rencontre avec le créateur du Festival des Divinités Noires, Maître Tété Wilson Baoun, qui depuis plus de 15 ans s'évertue
à entretenir la mémoire de l'Afrique à travers ce festival. Et en tant qu'historien, comme vous l'avez dit, je me suis réellement interrogé, au travers des ouvrages que j'ai pu écrire et publier, sur cette question. Avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, qui sont aujourd'hui les religions majoritaires sur le continent africain, comment Dieu parlait aux hommes et qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que nos ancêtres, moi-même en tant qu'Africain, je me suis posé la question, pratiquaient avant l'arrivée de ces religions. Donc ce festival était l'occasion rêvée de pouvoir justement poser des caméras et tourner, afin vraiment d'interroger sur, au-delà de l'aspect folklorique ou de la pratique, comment honorer la mémoire et comment répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant et comment ils le pratiquaient. Question 37. « 100 000, c'est le nombre de bagages perdus chaque jour dans les aéroports du monde entier. Un seul fait exception. À Osaka, au Japon, pas une valise, pas une poussette, pas une planche de surf n'a été égarée depuis 30 ans, depuis l'ouverture de ce très grand aéroport vers lequel convergent en ce moment 40 millions de visiteurs à l'occasion de l'exposition universelle. Comment est-ce possible ? Question 38. Le village pour Veneto Nunavik fait face à une pénurie d'eau majeure depuis plus d'un mois et c'est pas la première fois d'ailleurs. La population n'a presque pas accès à l'eau potable et le système d'égout est dysfonctionnel. Alors imaginez la situation, même les hôpitaux peinent à s'approvisionner en eau et ça fait des années que la situation se répète sans amélioration et cela entraîne des conditions d'hygiène évidemment absolument désastreuses, pour ne pas dire dangereuses pour les habitants et une multiplication des cas de gastro-entérite et de tuberculose. Question 39. Vous parlez de l'agroécologie, ça veut dire remettre le paysan au cœur du système alimentaire. Alors ça, c'est vraiment impératif, hein, en Afrique notamment. Complètement. Un des principaux problèmes qui est rencontré par l'agriculture familiale à petite échelle, c'est le manque de soutien public, le manque d'investissement dans cette petite agriculture qui nourrit la planète aujourd'hui. Et l'agroécologie vise cette dimension politique. C'est pas seulement des pratiques agronomiques qui permettent de s'adapter à la crise climatique, mais c'est aussi un mouvement politique qui remet au cœur des systèmes alimentaires les paysans et les paysannes. Question 40. Oui, un sondage via Voice paru mi-mars à l'occasion de ces assises du journalisme l'a montré. Près de 7 Français sur 10 se disent intéressés par le fait divers et 62% estiment qu'il est parfois nécessaire que les politiques s'en saisissent. Alors les motivations sont plus ou moins avouées. La plupart considèrent que c'est un bon moyen de s'intéresser à l'actualité judiciaire et sécuritaire. Mais il peut y avoir des récupérations politiques, comme on l'a vu l'an dernier à Crépol, dans la Drôme, où une rixe qui a fait un mort a alimenté la thèse extrajudiciaire d'un racisme anti-blanc. Depuis l'émission à succès Faites entrer l'accusé, passée de France 2 à RMC Story, il peut y avoir une forme de voyeurisme pour des détails morbides dans certains traitements d'affaires criminelles. Patricia Touranchot, une journaliste chevronnée qui vient de signer une
une série documentaire sur l'affaire Grégory pour Netflix, se défend par exemple d'avoir recours à des reconstitutions en refusant de montrer un enfant ligoté dans une camionnette.